Retour de mon sujet favori aujourd'hui, celui dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, je veux bien sûr parler de la célèbre endurance fondamentale. C'est une allure clé de l'entraînement d'un coureur qui progresse, mais aussi une allure qui est sujette à beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment est-ce que je cours mes footings et pourquoi j'en fais moins qu'avant. Cette vidéo m'a directement été inspirée par celle de Iron Newman qui s'est interrogé à propos de cette célèbre allure pour valider ou invalider les différents dogmes qui régissent notre entraînement aujourd'hui. Déjà, je peux dire ouf, son travail n'a pas remis en cause ma méthode et tous les conseils que je vous donne depuis toutes ces années. Il ne l'a pas remise en cause, mais il m'a quand même amené à réfléchir lors de mon dernier footing matinal. Le principal intérêt de l'endurance fondamentale, c'est de pouvoir enchaîner les kilomètres sans générer beaucoup de fatigue et en limitant au maximum les risques de blessures. C'est même l'allure qui fait le moins progresser par rapport au temps passé à courir. En fait, si on extrapole un petit peu, on pourrait même dire que la méthode no pain, no gain, où tout entraînement doit être difficile, où on donne son maximum tout le temps, eh bien, c'est une méthode qui ferait plus progresser en théorie. On pourrait donc totalement supprimer l'endurance fondamentale et on progresserait plus. Je suis sûr que ça en ferait rêver plus d'un si je disais que c'est la nouvelle méthode à suivre. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Rassurez-vous, l'endurance fondamentale va toujours rester au cœur de l'entraînement. C'est impossible d'utiliser cette méthode no pain no gain sans avoir des blessures ou stagner, ne pas progresser suffisamment. Car le problème de l'intensité des séances de fractionné, c'est qu'elle génère beaucoup de fatigue, elle génère aussi des risques de blessures importants et donc vouloir en faire 3, 4, 5 fois par semaine, eh bien c'est compliqué, voire impossible pour la majorité. Je l'ai déjà expliqué, au final, quand on s'entraîne, sur le coup on régresse et c'est pendant la période de récupération que le corps va surcompenser et qu'il va nous faire progresser. Il va se renforcer grâce à cet entraînement. Vous le voyez, au final, vouloir faire plus que 2 à 3 séances de fractionné grand maximum par semaine, c'est impossible si on veut vraiment en tirer les bénéfices. Si on revient à notre endurance fondamentale, c'est une allure qui fait assez peu progresser, mais qui permet de s'entraîner beaucoup, donc à la fin, on va pouvoir progresser plus grâce à elle. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'au final, dans la progression, le volume peut être aussi important que l'intensité. Le but est de vraiment bien mixer les deux pour avoir un entraînement qui soit efficace. On veut maximiser les périodes de fractionné par rapport à ce que notre corps est capable de supporter et le reste, eh bien, on va faire de l'endurance fondamentale pour s'entraîner en douceur et progresser petit à petit. Et c'est là qu'une question se pose pour moi, pour les coureurs plus expérimentés qui sont peu sujets aux blessures. Est-ce qu'on pourrait s'entraîner plus en intensité et un peu moins en volume? Est-ce qu'on pourrait changer un peu cette balance et ne pas respecter les chiffres que l'on donne régulièrement qui sont 70 à 80% du temps en endurance fondamentale et 20 à 30% grand maximum à des intensités supérieures? Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir une balance à 50% d'intensité, 50% d'endurance fondamentale? Est-ce que ça ferait progresser plus? Dans mon cas, on pourrait croire au final que j'ai réduit la part d'endurance fondamentale dans mon entraînement, mais on le voit uniquement sur la course à pied. Peut-être que je fais plus d'intensité que de fondamentale en course à pied, mais ça va s'équilibrer avec le vélo et la natation. En fait, il faudrait même considérer que je fais plus d'endurance fondamentale grâce au triathlon. Sur les 3 sports, je suis en moyenne à 80% du temps en zone 1 ou 2 au niveau cardiaque. Et comme mon cœur, mes poumons, mon système cardiovasculaire n'ont que faire que je sois en train de rouler, de nager ou de courir, eh bien la progression de ce côté-là est la même quel que soit le sport que je pratique. C'est pour ça que je pense et que je suis un fervent défenseur de l'entraînement croisé pour tous les coureurs qui veulent augmenter leur volume d'entraînement et qui sont déjà à 4 ou 5 entraînements de course à pied par semaine. Dans ce cas-là, rajouter une sortie de vélo va prendre tout son sens puisque on va avoir les avantages au niveau cardio-respiratoire, mais sans les inconvénients des chocs que la course à pied peut amener et des blessures qui peuvent aller avec. Donc au final, on augmente son volume d'endurance en douceur. Pour aller plus loin, j'ai aussi essayé de chercher des coureurs qui s'entraîneraient de manière totalement différente avec très peu d'endurance fondamentale et beaucoup d'intensité uniquement. J'ai cherché des coureurs qui réussissent évidemment et bien je n'en ai pas trouvé. La seule observation intéressante que j'ai pu faire, c'est que quand on regarde les élites, eh bien, dans certains cas, on voit qu'ils s'entraînent à une allure supérieure à ce qu'on pourrait estimer être de l'endurance fondamentale. Ce que ça m'inspire par contre, c'est que cette barrière des 75% de fréquence cardiaque maximale comme limite maximale de l'endurance fondamentale,
est au final fictive. Je ne dis pas que c'est un chiffre qu'il faut jeter à la poubelle et je continuerai de le donner dans mes différentes vidéos, dans mes différents articles, car je pense qu'il permet aux coureurs amateurs d'éviter les erreurs. Mais en soi, on pourrait facilement étendre cette endurance fondamentale jusqu'au seuil aérobie, donc jusqu'à 80% de fréquence cardiaque maximale. Le problème sous-jacent, c'est que le seuil aérobie à 80% de FCM, c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Entre un débutant et un coureur très expérimenté, cette valeur va pouvoir être différente, donc tabler sur 75% en limite d'endurance fondamentale, ça permet d'être sûr qu'on ne va pas envoyer certains coureurs dans le mur. Pour l'avoir testé, au final, courir à 80% de FCM au lieu de 75%, ça a quand même un impact. On va quand même générer plus de fatigue et donc à la fin, eh bien, cette fatigue en s'accumulant va pouvoir empêcher d'être à 100% sur les séances d'intensité qu'on veut faire à 100%. Et là, je pense qu'il y a un conflit, donc il faut faire très attention à comment on joue avec ces allures. Pour les coureurs les plus solides et les plus résistants aux blessures, ça peut se faire sans problème d'augmenter son EF à 80% de FCM. Mais là, on parle d'une minorité de coureurs et dans la majeure partie des cas, il vaut mieux être sage et rester à 75% de FCM à mon avis. Car en bout de ligne, la différence de progression entre du 75% ou du 80% de FCM va être assez minimale, assez marginale, donc mieux vaut jouer la sécurité et éviter les blessures, c'est le critère numéro 1 pour progresser sur le long terme. Si je reprends mon exemple pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et surtout avec l'intégration du triathlon, ce que ça donne pour moi au niveau course à pied, eh bien je vais pouvoir vous donner les différentes allures que j'utilise dans mes footings. Grosso modo, l'endurance fondamentale stricte à 75% de FCM, pour moi ça veut dire 4,35 à 4,40 au kilomètre. Mais ça ne veut pas dire que les jours où je me sens vraiment en forme, où je me sens reposé et que je suis motivé, eh bien je ne m'autorise pas à courir un peu plus vite que ça, à 4,20, 4,25, ce qui va être plus proche de mon seuil aérobie. Par contre, les jours où je me sens moins bien, que je me sens fatigué, eh bien, je ne vais pas hésiter dans l'autre sens à réduire mon allure. Je vais aller à 5, 5,15 voire 5,30 au kilomètre si besoin, sans aucun problème. L'endurance fondamentale, il faut voir ça comme une zone et pas comme une allure précise. Sur ma sortie longue aussi, il y a régulièrement un petit peu d'intensité, de l'endurance active, de l'allure marathon, jusqu'à pourquoi pas de l'allure semi-marathon, des allures qui vont être moyennes, tempo et qui vont servir à maximiser les bénéfices du temps passé à courir, puisque avec la natation et le vélo, eh bien, je ne peux pas passer autant de temps à courir que je le ferais si j'étais uniquement coureur. Je sais que le sujet de l'allure marathon est un sujet un peu tabou puisque pour beaucoup c'est une zone grise qu'il ne faut pas utiliser à l'entraînement. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, on pourrait y revenir dans une prochaine vidéo. Enfin, concernant la part de l'endurance fondamentale dans l'entraînement, je pense que potentiellement pour progresser plus, on pourrait réduire cette part d'un petit peu. Mais encore une fois, quand on dit qu'il faut faire 70 à 80% du temps minimum en endurance fondamentale, c'est avant tout pour protéger les coureurs amateurs des blessures, car la blessure, c'est le pire ennemi du coureur qui progresse. Donc au final, toutes les pistes de réflexion que je vous donne dans cette vidéo, eh bien, potentiellement, je vous conseille de ne pas les utiliser. Je vais les utiliser pour moi, mais pour la majeure partie des coureurs amateurs, c'est prendre des risques de blessure et je pense qu'il vaut mieux être précautionneux de ce côté-là. C'est la pire des choses à faire que de se blesser. Car dans ce cas, il ne faut pas l'oublier, mais un coureur blessé, c'est un coureur qui ne progresse pas du tout et même qui régresse. Et donc tous les efforts qu'on aura fait à l'entraînement pendant des mois vont être perdus parce que au final, on va se blesser. Cette réflexion, elle est donc principalement pour les coureurs très expérimentés qui ne se blessent pas et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas augmenter leur volume d'entraînement. Dans ce cas-là, eh bien potentiellement vous allez atteindre un plateau. Parce que quand on s'entraîne, si on veut progresser, eh bien il faut stresser son corps un petit peu plus à chaque fois si on veut qu'il s'adapte. Et à un moment, si on ne s'entraîne pas plus, eh bien il faut s'entraîner de manière plus intense si on veut réussir à progresser. Sinon, c'est comme ça, il va y avoir un plateau de performance. Voilà pour cette première vidéo que j'appellerais réflexion sur l'entraînement. J'ai essayé un petit peu de donner des arguments, de donner les contre-arguments qui vont avec, bref de réfléchir sur le sujet de l'endurance fondamentale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous plaît, eh bien potentiellement on pourra refaire ce genre de sujet à l'avenir. Évidemment, ça reste mon avis, ça reste aussi subjectif car on n'a pas de données pour étayer ça. Donc si vous voulez en débattre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à venir tout de suite sur Twitch, je serai en live de 21h à 22h30. Si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, évidemment.